Bonjour mes chers collègues, on va commencer. Alors je tiens d'abord à m'excuser parce que j'ai la voix un petit peu abîmée. Je pense que j'ai pris froid dans la commission des affaires sociales. Donc voilà. Donc, j'espère que ça va être quand même agréable pour vous. Je vais faire de mon mieux. Alors en l'absence de notre présidente Véronique Rioton, et en ma qualité de vice-présidente, c'est moi qui aurai donc l'honneur de présider cette délégation aujourd'hui, de conduire nos débats. Avant de passer à l'ordre du jour, permettez-moi de faire un point sur l'agenda de la délégation. Le jeudi 24 novembre à 15h, dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, se tiendra un colloque sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles sur Internet en salle Victor Hugo. Le mardi 6 décembre, pour ceux qui s'y ont inscrits, aura lieu un déjeuner avec la délégation marocaine en visite à l'Assemblée nationale dans le cadre d'un jumelage comprenant un important volet sur la question du genre. Les détails vous seront transmis dans les prochains jours. Le même mardi 6 décembre à 17h, notre délégation entendra en plénière les membres de cette délégation. Maintenant, le mardi 13 décembre à 17h, de 17h à 19h, notre délégation co-organise avec la délégation aux droits des femmes du Sénat et l'association des anciennes députées, présidée par Madame Catherine Coutel, un colloque sur la lutte contre les systèmes prostitutionnels. Ce colloque devrait se tenir en présence de Madame la ministre Isabelle Rome et de Madame Maude Olivier, qui était rapporteure de la loi du 13 avril 2016 visant à lutter contre le système prostitutionnel. Vous recevrez donc une invitation à cette conférence dans les prochains jours. Pour finir, je vous rappelle qu'un déplacement de la délégation devrait se tenir le 12 janvier 2023 au matin. Sous réserve, bien sûr, de confirmation, ce déplacement devrait avoir lieu à l'ADA Tech School Paris, une école d'informatique inclusive fondée en 2019 par une femme. Nous arrivons maintenant à notre ordre du jour. Nous examinerons aujourd'hui le rapport prenant la forme d'une communication à deux voix de nos collègues Marie-Noëlle Battistel et Guillaume Gouffier-Cha. Cette communication porte sur les deux propositions de loi dont la discussion est prévue en séance dans les prochaines semaines, visant donc à apporter une protection constitutionnelle à l'interruption volontaire de grossesse. À l'issue de cette communication, je laisserai la parole à un orateur par groupe avant de laisser les autres membres de la délégation qui le souhaitent s'exprimer à leur tour. Afin de permettre à chacun et à chacune de s'exprimer, je vous demanderai de respecter autant que possible le temps de parole des 2 minutes par orateur, puis d'1 minute environ pour les autres interventions et les questions. Alors, mesdames et messieurs les rapporteurs, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente et bonjour à toutes. Préalablement à la communication à tous, préalablement à la communication, permettez-moi de remercier l'équipe de nos administratrices ainsi que nos équipes parlementaires qui nous ont accompagnés bien entendu dans la préparation de ces travaux et de cette communication intitulée pour une protection constitutionnelle et un renforcement de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Chers collègues, le 24 juin 2022, la Cour suprême des États-Unis a opéré un revirement de jurisprudence spectaculaire, quoique attendu, en annulant l'arrêt Roe v. Wade, lequel protégeait à l'échelle fédérale le droit à l'avortement, ouvrant ainsi la possibilité de restreindre ou d'interdire ce droit à l'échelon des États fédérés. À la suite de cette décision, pas moins de 5 propositions de loi ont été déposées à l'Assemblée nationale et au Sénat, visant à constitutionnaliser le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Ces initiatives semblent rencontrer un écho favorable dans la population française. En ce moment même, donc, cette question est débattue dans notre hémicycle, en commission, dans notre hémicycle, à la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, et a naturellement tenu à faire entendre sa position et à faire valoir de façon transpartisane son analyse et ses recommandations sur ce sujet.
Le suivi des auditions de la commission des lois et nos propres réflexions, éclairées notamment par les travaux antérieurs de notre délégation, nous ont ainsi conduits à mettre en garde contre les arguments qui laisseraient accroire que l'IVG serait insusceptible d'être remise en cause en France et jouirait déjà d'une solide protection constitutionnelle, à soutenir avec force l'inscription explicite du droit à l'interruption volontaire de grossesse que nous considérons comme un droit fondamental dans le texte constitutionnel, à rappeler également les difficultés que rencontrent aujourd'hui les femmes qui recourent à l'IVG et à formuler certaines recommandations à cet égard. Le chemin vers la constitutionnalisation de l'IVG sera long, difficile et incertain. Nous sommes pourtant convaincus qu'il existe et qu'il convient en tout état de cause de tenter de le tracer. Si l'adoption d'un ou plusieurs textes par l'Assemblée nationale semble peu douteuse, la première des difficultés consistera à faire adopter le texte par le Sénat, préalable indispensable à toute révision constitutionnelle, qu'elle aboutisse ensuite par la voie d'un référendum ou d'un congrès. Or, vous n'êtes pas sans savoir que le Sénat, dans la continuité de sa commission des lois, a rejeté le 19 octobre dernier la proposition de loi constitutionnelle de Madame la sénatrice Mélanie Vogel, qui visait à protéger le droit à l'IVG et à la contraception. À la lecture du rapport de Madame la sénatrice Agnès Canaillet, le rejet s'est appuyé sur 4 principaux arguments de fond et 2 arguments de forme. Sur le fond, le premier argument avancé est celui de l'absence supposée de remise en cause, en France, du droit à l'IVG. Le rapport précisant qu'aucun parti politique n'a, à ce jour, remis en question le principe de l'IVG ou celui de la contraception. En deuxième lieu, le rapport soutient qu'il est inopportun d'importer en France un débat qui serait strictement lié au caractère fédéral des États-Unis. Le troisième et principal argument de la rapporteure consiste à affirmer que le droit à l'IVG disposera en France d'une protection juridique solide et durable. Le Conseil constitutionnel s'étant prononcé à 4 reprises sur l'IVG, jugeant toujours cette dernière conforme à la Constitution sur le fondement notamment de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Enfin, le rapport considère que cette inscription dans la Constitution reviendrait en quelque sorte à ouvrir une boîte de Pandore. La constitutionnalisation du droit à l'IVG constituerait le prélude à un changement de nature du texte constitutionnel, je cite, lequel devrait se borner à organiser les rapports entre les pouvoirs publics. Elle pourrait, toujours selon le rapport sénatorial, conduire à des velléités de constitutionnalisation d'autres droits récemment consacrés par le législateur. Nous n'avons pas été convaincus par ces arguments. Selon nous, l'absence actuelle de remise en cause du droit à l'IVG en France constitue précisément la raison pour laquelle ce droit peut et doit être inscrit dans la Constitution dès maintenant. Le large consensus prévalant entre les formations politiques et parmi les citoyens sur ce sujet est la preuve que l'IVG fait partie intégrante des valeurs fondamentales de notre pays et de son pacte social et républicain, tel que nous le concevons désormais. Toutefois, l'on ne peut ignorer, ce que les associations n'ont pas manqué de nous rappeler lors des auditions, que les ennemis de l'IVG à travers le monde sont nombreux, puissamment organisés et qu'ils disposent d'importants financements. En France même, des mouvements tels que celui qui se nomme lui-même la nouvelle génération pro-vie se structurent progressivement et ont vu dans la décision de la Cour suprême américaine un signal très encourageant. Faudrait-il dès lors attendre que de tels mouvements prennent de l'ampleur et reçoivent des traductions dans la sphère politique pour réagir et affirmer que l'IVG est, dans notre société telle que nous la concevons, un droit fondamental. Ensuite, s'agissant de l'importation en France d'un débat qui serait propre aux États-Unis et à leur système fédéral, nous ne comprenons pas cet argument. Certes, la France n'est pas un État fédéral. Certes, aucun territoire décentralisé ne dispose de compétences en matière de droits et libertés. Toutefois, ne pouvons-nous assumer le fait que la constitutionnalisation a précisément pour but d'anticiper le cas de figure où une majorité élue à l'Assemblée nationale souhaiterait restreindre fortement, voire interdire le droit à l'IVG sur l'ensemble de notre territoire. L'anticipation du risque de dérive réactionnaire, voire autoritaire, n'est-elle pas justement ce qui a conduit à constitutionnaliser l'abolition de la peine de mort ou à incorporer explicitement à notre texte fondateur, dans son préambule, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946 ? Peut-on vraiment affirmer qu'une telle hypothèse relève de la politique fiction alors que de fortes restrictions ou des menaces pèsent sur l'IVG aujourd'hui, non seulement aux États-Unis mais également dans des pays européens ? Nous pouvons citer à cet égard la Pologne, où un registre des grossesses a même récemment été mis en place,
la Hongrie, l'Italie et peut-être bientôt la Suède. Il est probable que personne n'aurait envisagé une telle situation il y a seulement quelques années, et nous souhaitons donc insister sur la nécessité de nous garder de toute illusion de la fin de l'histoire. Il est à cet égard intéressant de relever qu'à l'occasion des midterms aux États-Unis, qui se sont tenus la semaine dernière, plusieurs États américains, comme le Michigan, la Californie ou le Vermont, ont réagi et consulté leur population sous la forme de référendum afin d'inscrire dans leur constitution le droit à l'IVG ou à l'autonomie reproductive. Le oui l'a emporté dans ces 3 États avec des majorités confortables. Naturellement, dans ces États comme en France, la constitutionnalisation de l'IVG ne constituerait pas un rempart intangible et infranchissable contre toute régression, mais elle rendrait son interdiction ou sa forte restriction bien plus difficile. En France, cela impliquerait un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat et le peuple constituant, ou entre l'Assemblée nationale, le Sénat et le président de la République, une majorité des 3/5 du Congrès étant en outre requise dans ce dernier cas. Faute d'obtenir un tel accord, une majorité à l'Assemblée nationale ne pourrait supprimer seule le droit à l'IVG, ou alors elle devrait s'exposer clairement en décidant de se placer en dehors des règles constitutionnelles et donc de l'état de droit. Selon nous, ce serait en revanche tout à fait envisageable dans l'état actuel de notre droit. C'est ici qu'il convient d'apporter une réponse à l'argument selon lequel des régressions sur l'IVG seraient déjà impossibles, car celui-ci disposerait d'une protection juridique solide à travers la jurisprudence actuelle du Conseil constitutionnel. Nous nous inscrivons en faux contre ce raisonnement. Contrairement à ce qui a pu être avancé ici ou là, le Conseil constitutionnel n'a pas explicitement consacré un droit positif à l'avortement. En effet, sur les questions dites de société, le Conseil constitutionnel ne dispose pas dans le bloc de constitutionnalité de fondements juridiques lui permettant de se prononcer. Et pour cause, les droits fondamentaux rattachés à notre Constitution l'ont été à travers des textes rédigés en 1789 et en 1946. Il est donc toujours montré extrêmement prudent, s'en remettant largement et logiquement à l'appréciation du législateur. Ainsi, sur les sujets de société, le Conseil constitutionnel a, à maintes reprises, et dès 1975 sur l'IVG, rappelé qu'il ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, laissant entendre par là qu'il ne saurait se prononcer sur des questions de constitution que la Constitution n'évoque pas. Dans cette même décision de 1975, le Conseil s'est borné à considérer que la loi, dans sa version initiale, ne portait pas atteinte au principe de liberté posé à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans sa décision de 2001, après avoir rappelé qu'il ne disposait pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision, le Conseil a été plus loin en considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, et que l'exercice de ce pouvoir ne doit pas aboutir à priver de garanties légales des exigences de valeur constitutionnelle. Il concluait ainsi que les dispositions élargissant les conditions d'accès à l'IVG n'avaient pas rompu l'équilibre que le respect de la Constitution impose entre, d'une part, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et, d'autre part, la liberté de la femme qui découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans ces 2 décisions ultérieures concernant l'IVG, le Conseil n'a plus fait mention de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et s'est borné à indiquer que les dispositions de la loi ne méconnaissaient aucune exigence constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel n'a donc pas explicitement consacré le droit positif à l'IVG, tout au plus l'a-t-il fait de manière indirecte dans sa décision de 2001, faisant référence à l'article 2 de la DDHC et à la liberté de la femme qui en découle, cette formulation n'ayant pas été reprise dans les 2 décisions suivantes. Il n'est donc absolument pas certain qu'une loi plus restrictive, voire interdisant l'IVG, si tant est qu'elle contienne quelques exceptions ou garde-fous, serait censurée par le Conseil constitutionnel. On le voit donc, une protection jurisprudentielle est toujours incertaine. Elle peut en outre faire l'objet d'évolutions, voire de revirements, comme cela a été le cas aux États-Unis. Ceci étant d'autant plus plausible que la construction décidément jurisprudentielle est fragile. À cet égard, il paraît utile, pour mémoire, de redonner lecture de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Ainsi que vous pouvez le constater, le lien entre ce texte et l'interruption volontaire de grossesse est pour le moins ténu.
Aussi, permettons-nous de formuler la question suivante. Dans le scénario que nous avons décrit précédemment, avec une majorité anti-choix, récemment élue au suffrage universel, le Conseil constitutionnel, saisi d'une loi restreignant les conditions d'accès à l'IVG, ne se trouverait-il pas dans une position très délicate s'il envisageait de censurer une loi adoptée en se fondant sur ce seul article 2 de la DDHC ? Un article qui ne mentionne ni la grossesse, ni les femmes, ni les droits reproductifs, ni le droit à disposer de son corps, et encore moins l'IVG, et dont la rédaction en 1789 est antérieure de près de 2 siècles à l'autorisation de l'IVG en France. Rappelons que c'est sur le fondement d'un article similaire, éloigné du sujet, que l'arrêt avait été pris en 1973 et que la Cour suprême américaine a balayé sa jurisprudence en 2022 en indiquant tout simplement que la Constitution ne fait pas référence à l'avortement, ce qui est difficile à nier s'agissant de la Constitution américaine, comme de la Constitution française dans sa rédaction actuelle d'ailleurs. Enfin, nous reviendrons plus rapidement sur l'argument qui consiste à craindre que l'inscription de l'IVG dans la Constitution ne transforme la nature de ce texte, dont la vocation serait uniquement d'organiser les pouvoirs publics et les rapports entre ces pouvoirs. Comme nous l'avons déjà indiqué, le texte constitutionnel contient en réalité déjà, à travers son préambule, 2 listes de droits fondamentaux. Pour résumer, les droits civils et politiques dans la Déclaration de 1789 et les droits économiques et sociaux dans le préambule de 1946. Ce préambule crée d'ailleurs le concept intéressant de principe particulièrement nécessaire à notre temps, afin, en quelque sorte, d'expliciter l'actualisation nécessaire des droits énoncés en 1789. Il ne nous semble donc en aucun cas incongru, ces 2 déclarations ayant valeur constitutionnelle au même titre que n'importe quel article de la Constitution, de procéder à une réactualisation des droits fondamentaux tels qu'ils résultent de l'évolution de nos sociétés au cours des quelques 80 années qui nous séparent désormais de la rédaction du préambule de 1946. Nous considérons pour notre part que le droit à l'IVG n'est pas un droit contingent, qu'il représente un préambule incontournable aux droits des femmes à disposer de leur corps et qui constitue donc aujourd'hui un aspect fondamental et central de notre pacte social et de notre modèle de société. On pourrait enfin relever qu'outre les droits contenus dans la Constitution à travers son préambule, d'autres droits et principes fondamentaux ont été intégrés dans le corps même de la Constitution par différentes révisions, telles que le principe de parité, qui a été ajouté à la Constitution en 1999, la Charte de l'environnement en 2005 ou l'interdiction de la peine de mort en 2007. Il paraît donc difficile de soutenir que la constitutionnalisation du droit à l'IVG porterait particulièrement atteinte à la nature du texte constitutionnel. Nous souhaitons ajouter qu'en apportant une protection constitutionnelle au droit à l'IVG, la France confirmerait son attachement aux droits des femmes, qui constitue, nous l'espérons, l'un des piliers centraux des valeurs républicaines telles que nous les concevons aujourd'hui. Elle enverrait ainsi un message très fort aux autres pays en prenant cette initiative dans un domaine où elle est diplomatiquement active et attentivement regardée. La France pourrait créer, à l'instar des États fédérés américains précédemment cités, une force d'entraînement au niveau européen et international. Cela conforterait les mouvements féministes des autres pays et leur permettrait de faire avancer leur combat sur place. Enfin, la France soutient aujourd'hui l'inscription du droit à l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et sa position serait grandement confortée si elle parvenait à inscrire ce droit dans sa propre Constitution. Bien entendu, la nature du texte constitutionnel nous impose d'avancer sur ce sujet avec rigueur et dans un souci de concertation et d'unité. De ce point de vue, 2 arguments du rapport de Madame la sénatrice Agnès Canayer, portant cette fois-ci non sur le fond mais sur la forme, ont retenu notre attention. Ces points ont été également largement évoqués lors des auditions conduites conjointement avec la Commission des lois et lors des réunions de commission à l'Assemblée nationale. En premier lieu, les difficultés soulevées par la formulation du texte sur ce point. 3 aspects retiendront toute notre attention pendant les discussions en séance. L'emplacement dans le texte, premièrement. Le débat persiste sur le point de savoir si
Un tel droit devrait être inscrit à l'article 1er de la Constitution, dans la continuité de l'alinéa sur la parité, ou par la création d'un article 66-2 au titre 8 de la Constitution relatif à l'autorité judiciaire. La formulation en elle-même, qui ne doit pas créer de confusion entre le fait que ce droit est un droit individuel de la personne enceinte et qu'il ne peut en aucun cas être invoqué par un tiers, comme le père ou les géniteurs, mais aussi le conjoint ou la conjointe. Les formulations désormais retenues par les deux textes qui seront en discussion en séance semblent avoir permis d'éviter cet écueil. Enfin, une formulation trop inconditionnelle pourrait laisser entendre que le législateur ne pourrait fixer de bornes à ce droit. Ce droit pourrait être à l'origine de réticences de la part d'une partie de nos collègues. Donc, au terme de ces réflexions, nous considérons tout d'abord, pour notre part, que l'emplacement comme la formulation doivent être principalement déterminés dans l'optique de recueillir le plus large consensus entre les différentes formations politiques qui composent le Parlement. Et de ce point de vue, si nous estimons que le positionnement à l'article 1er serait plus cohérent et aurait une plus forte valeur symbolique, nous tenons à rappeler que sa valeur juridique serait exactement la même en cas de positionnement dans un article 66-2. Nous considérons également qu'une formulation positive du type « la loi garantit » aurait l'avantage de préciser que ce droit doit être encadré par le législateur et n'est pas inconditionnel. Afin d'éviter que cet encadrement devienne restriction, la mention d'un droit libre et effectif pourrait également être très intéressante. Toutefois, nous souhaitons avant tout nous centrer dans le sens profond de notre intention. Celui-ci consiste à offrir un appui crédible et explicite au Conseil constitutionnel afin de prévenir des menaces futures contre l'IVG et les droits des femmes. Nous voterons donc pour les deux textes qui nous sont soumis et qui portent tous deux fermement cette intention. En second lieu, le rapport du Sénat mentionne le caractère inapproprié de la procédure. Une révision constitutionnelle issue d'une initiative parlementaire imposant l'organisation d'un référendum qui risquerait de créer une opportunité pour les mouvements ultra-conservateurs anti-choix de se structurer et de monopoliser le débat afin de s'attaquer aux droits des femmes en général, alors même que le droit à l'avortement est aujourd'hui consensuel dans notre société. Nous partageons cet avis, mais considérons que l'adoption par l'Assemblée nationale et la transmission au Sénat d'un texte ou de deux textes dont le contenu et la formulation auront été travaillés en séance et auront recueilli une majorité aussi large et transpartisane que possible, enverrait un signal fort au gouvernement. Celui-ci aurait ensuite la possibilité ou d'inscrire à l'ordre du jour du Sénat l'une des propositions transmises ou d'y déposer un projet de loi en retenant les termes semblant pouvoir permettre de dégager le plus large consensus, certaines nouvelles améliorations rédactionnelles étant susceptibles d'émerger entre-temps, évidemment. Nous suggérons également à nos collègues qui sont convaincus de cette démarche de se rapprocher au sein de leur formation politique, de leur territoire ou de différents organismes auxquels ils appartiennent, d'ouvrir le dialogue, comme nous souhaitons pour notre part le faire, avec ceux de nos collègues sénateurs qui, sans être diamétralement opposés à la démarche, n'en ont pas encore été pleinement convaincus. 311 suffrages ont été exprimés au Sénat. Il fallait donc 155 voix pour, et la proposition de loi de Madame la sénatrice Mélanie Vogel en a recueilli 139. 16 voix seulement ont manqué pour trouver une majorité au Sénat sur cette initiative. Il existe donc probablement une voie pour faire aboutir cette révision constitutionnelle qui marquerait une nouvelle étape majeure pour ancrer profondément le droit des femmes dans notre pacte social. Alors nous avons proposé un certain nombre de recommandations qui est issue de cette première partie du rapport, la deuxième venant juste après. La première recommandation, c'est d'appuyer de notre vote à l'Assemblée nationale toutes les initiatives en cours ou à venir qui permettront de conférer au droit à l'interruption volontaire de grossesse une protection constitutionnelle. Deuxièmement, de privilégier dans un esprit de dialogue une formulation, un emplacement susceptible de recueillir un consensus le plus large possible au sein des différentes formations politiques qui composent le Parlement. Troisièmement, d'ouvrir le dialogue avec les sénateurs afin de trouver une voie pour faire aboutir la procédure. Et en cas d'adoption d'un texte par l'Assemblée nationale, d'encourager le gouvernement à déposer un projet de loi en ce sens,
en cohérence avec la position européenne et internationale de la France sur ce sujet. Dans la première partie de cette communication, nous avons pris le soin de mentionner tous les éléments qui nous semblaient susceptibles d'alimenter les réflexions des uns et des autres sur les textes dont nous sommes actuellement saisis sur la constitutionnalisation de l'IVG. En complément de ces éléments, et non en opposition avec eux, il nous a toutefois paru nécessaire de rappeler que la lutte pour l'accès libre et effectif à l'IVG ne se livre pas uniquement dans nos hémicycles, mais également chaque jour sur le terrain. De nombreux opposants au texte ont fait valoir que la constitutionnalisation du droit à l'IVG n'était pas utile ou pas prioritaire, et qu'il valait mieux se concentrer sur l'amélioration de l'accès à l'IVG. À l'instar de l'ensemble des associations de terrain que nous avons auditionnées, nous considérons au contraire que ces deux combats se complètent et s'enrichissent mutuellement, et que porter l'un n'exclut en aucun cas la nécessité de poursuivre l'autre. Nous reviendrons d'abord sur certains faits et avancées essentielles avant de rappeler les principaux points d'intention souvent déjà identifiés par les précédents travaux de notre délégation sur ce sujet, sur lesquels nous devons continuer à exercer toute notre vigilance. Quelques données et rappels historiques tout d'abord. La stabilité des chiffres relatifs à l'IVG depuis le début des années 80 est remarquable. Le nombre d'IVG réalisés annuellement se situe invariablement autour de 200 000, le taux annuel de recours à l'IVG pour les femmes de 15 à 49 ans s'établissant autour de 15 pour 1000 et le nombre moyen d'IVG par femme autour de 0,5. Environ une femme sur 3 aura recours au cours de sa vie à une ou plus rarement plusieurs IVG. Le nombre d'IVG pour 100 naissances oscille quant à lui entre 26 et 30 sur toute la période. La loi Veil, dans sa version de 1975, prévoyait que la femme enceinte, que son état, placée dans une situation de détresse, pouvait demander à un médecin l'interruption de sa grossesse, avant la fin de la 10e semaine. L'interruption de la grossesse ne pouvait être réalisée que dans un hôpital et était soumise à un délai de réflexion et à la réalisation préalable de 2 consultations, l'une médicale, l'autre psychosociale. Pour les femmes mineures, l'autorisation d'un représentant légal était requise. En 2001, la loi Veil a été largement réformée. Le délai de recours a été porté à 12 semaines, l'IVG rendu possible en médecine de ville, les mineurs pouvant y recourir sans autorisation parentale et la consultation psychosociale n'étant plus obligatoire pour les femmes majeures. En 2014, une nouvelle réforme fondamentale a supprimé la mention de situation de détresse pour pouvoir recourir à l'IVG, la loi prévoyant désormais qu'une femme qui ne veut pas poursuivre sa grossesse peut demander une IVG. À travers cette formulation apparaissait donc en droit, car c'était déjà le cas en fait, la liberté individuelle à disposer de son corps. En 2017, le délit d'entrave à l'IVG, précédemment reconnu par une loi de 1993 et qui se caractérisait par le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une IVG, est étendu. Enfin, il y a 8 mois à peine, en mars 2022, le délai de recours légal est passé de 12 à 14 semaines à la suite de l'adoption de la proposition de loi de Mme Alban Gaillot visant à renforcer le droit à l'avortement et suite également à des travaux menés par ma co-rapporteure Marie-Noëlle Battistel et notre ancienne collègue Cécile Muscotti. Cette proposition de loi, largement inspirée d'un rapport de la délégation aux droits des femmes de septembre 2020, prévoit également d'autres avancées. Les sages-femmes, autorisées depuis janvier 2016 à pratiquer l'IVG médicamenteuse, peuvent désormais réaliser des IVG chirurgicales jusqu'à la fin de la 10e semaine de grossesse dans les établissements de santé. Par ailleurs, le délai de recours à l'IVG médicamenteuse pratiqué en cabinet libéral est désormais étendu à 7 semaines de grossesse contre 5 auparavant. Les IVG médicamenteuses pourront également donner lieu à une téléconsultation avec délivrance des médicaments en pharmacie d'officine. Elles représentent aujourd'hui une large majorité des IVG réalisées, ce que ces dispositions vont encore permettre d'accentuer. Ceci constitue un réel progrès. En outre, le texte prévoit qu'un répertoire recensant les professionnels et structures pratiquant l'IVG devra être disponible dans les agences régionales de santé et faire l'objet d'une publication. Il s'agissait là encore d'une recommandation formulée par notre délégation qui préconisait d'adapter sur le plan national des initiatives locales telles que celles instaurées par le réseau Révo en Île-de-France. Enfin, le délai de réflexion de 2 jours, souvent mal vécu, les femmes consultant en vue d'une IVG ayant déjà eu l'occasion de peser en conscience leur décision n'est plus obligatoire que pour les femmes mineures non émancipées. Si nous saluons ces incontestables avancées législatives,
Il nous semble toutefois indispensable de réitérer certains points de vigilance majeurs afin de lever les obstacles à la pleine effectivité de ce droit fondamental. Tout d'abord, nous ne pouvons que déplorer les stigmatisations encore trop nombreuses rapportées par les femmes ayant eu recours à l'IVG aux différentes étapes de leur parcours. Des propos, dans le meilleur des cas maladroits, dans le pire des cas inacceptables, sont encore trop souvent rapportés. Mise en doute de l'incapacité de la demandeuse à faire face à sa grossesse, interrogation, voire remise en cause de son style de vie. Ces remontées du terrain nous montrent, s'il était besoin, combien il est nécessaire d'affirmer avec la plus grande force que l'IVG est un droit fondamental et non une simple tolérance pouvant donner lieu à des jugements culpabilisateurs. Ces jugements culpabilisateurs trouvent un certain écho dans le maintien, à notre sens, injustifié de la double clause de conscience. Le texte initial de la proposition de loi d'Alban Gaillot prévoyait de supprimer la clause de conscience spécifique à l'IVG, mais cette disposition a été supprimée lors de la deuxième lecture du texte. Il convient de rappeler qu'une clause générale réglementaire concernant tous les actes médicaux permet au personnel de santé de ne pas pratiquer d'IVG à l'instar de tout acte médical. L'article L. 4127-47 du Code de santé publique prévoit en effet qu'un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Nous tenons donc à réitérer une recommandation déjà formulée par notre délégation de s'en tenir à cette seule clause générale et de supprimer la seconde clause de nature législative spécifique aux actes d'avortement. La survivance de cette clause, qui procède de la rédaction originelle très restrictive de la loi de 1975, désigne très clairement l'IVG en tant qu'acte médical à part et stigmatisant tant pour les patientes qui y ont recours que pour les professionnels qui la pratiquent. Nous ne pouvons pas non plus éluder la question très concrète et essentielle de l'accès territorial inégal à l'acte qu'est l'interruption volontaire de grossesse. Une enquête du ministère de la Santé publique publiée en septembre 2019 mettait en lumière d'importantes disparités territoriales, indiquant que le délai moyen d'attente était de 3 jours dans les territoires les mieux lotis à 11 jours environ dans les territoires disposant le moins de moyens matériels et humains pour pratiquer les IVG. Le délai national moyen s'établissait, selon cette enquête, à 7 jours. Toutefois, la carte présentée dans cette enquête retenait l'échelon régional pour calculer ces délais, un échelon qui nous semble beaucoup trop large et peut masquer des disparités plus importantes au sein d'une même région. De plus, les délais ainsi présentés ne pouvaient mesurer l'errance médicale qui précède le premier contact avec un praticien libéral ou une structure pratiquant l'IVG. Enfin, les délais se sont notoirement allongés pendant et depuis la crise sanitaire, tant et si bien que certaines femmes se voient annoncer des délais supérieurs à 2 voire 3 semaines, ou même parfois une impossibilité de bénéficier d'une IVG à une distance raisonnable de leur domicile. Le parcours qui en résulte peut ainsi conduire à des difficultés matérielles et des situations de détresse et de traumatisme importants, voire à un dépassement des délais légaux, contraignant celles qui en ont les moyens à se rendre à l'étranger pour avorter. Cette situation préoccupante résulte en grande partie du manque de professionnels pratiquant l'IVG. Elle rend d'autant plus urgente la mise à disposition par les ARS des listes de praticiens prévues par la loi de 2022. Et nous serons extrêmement attentifs à ce que celles-ci soient mises à disposition dans les meilleurs délais et actualisées régulièrement, ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui. Rappelons pourtant qu'au terme de l'article L. 2212-8 du Code de la santé publique et de son décret d'application, les établissements hospitaliers publics qui disposent de lits ou de places autorisées en gynécologie obstétrique ou en chirurgie ne peuvent refuser de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse. Qu'en outre, si un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux, ce refus ne peut être opposé par un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. Le problème renvoie donc à la problématique plus globale de la démographie médicale, exacerbée ici par la pyramide des âges des médecins pratiquant l'IVG, qui sont pour nombre d'entre eux des médecins militants arrivant aujourd'hui à l'âge de la retraite. La mission d'information conduite en 2020 par notre délégation avait souligné ces différentes difficultés liées à la pénurie de professionnels ou de structures de santé pratiquant l'IVG, notamment dans ce qu'on appelle les déserts médicaux. La loi du 2 mars 2022 a ainsi introduit
comme on l'a vu, la possibilité pour les sages-femmes d'effectuer des IVG chirurgicales en établissement hospitalier. Nous devrons donc être particulièrement vigilants à l'application de ces dispositions qui nécessitent encore que soient pris des textes d'application. En effet, les représentants de l'Ordre national des sages-femmes font d'ores et déjà valoir des difficultés à concrétiser les conventions du ressort des ARS, qu'elles doivent passer pour cela avec un établissement de santé public ou privé auquel la pratique de l'IVG est conditionnée lorsqu'elle s'exerce dans un cadre libéral. En effet, pour conclure ces conventions, les sages-femmes doivent justifier d'une pratique suffisante et régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé attesté par le directeur de cet établissement sur justificatif présenté par le responsable médical concerné. En pratique, une telle justification passe par la réalisation d'une formation théorique complétée par une formation pratique prenant la forme d'un stage dans l'établissement de santé signataire de la Convention. Or, la réalisation d'un stage auquel elles sont assujetties se heurte à un manque de moyens et de places de stages disponibles et, comme pour la problématique de l'accès à l'IVG en général, à l'absence d'engagement de certains chefs de service. Sur ce point également, nous considérons qu'il convient d'exercer notre vigilance, le gouvernement devant remettre au Parlement dans un délai d'1 an, à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur l'application de ces dispositions. Nous y sommes donc bientôt. Enfin, nous tenons à rappeler qu'une nouvelle revalorisation du tarif forfaitaire de l'activité d'IVG s'impose. Le manque de praticiens est en effet également imputable à un certain désintérêt pour cet acte insuffisamment rémunéré et peu valorisé. Cette situation est particulièrement prégnante en Outre-mer, où les prix du forfait pour une IVG médicamenteuse est basé sur le prix du médicament dans l'Hexagone. En conséquence, il conviendrait d'établir un forfait différencié pour les DROM qui prennent en compte la différence du coût constaté sur ces territoires. Pour finir, nous tenons à préciser et à insister sur la nécessité d'instaurer une exonération généralisée d'avance de frais pour la consultation et actes liés à un parcours d'IVG. La réalisation d'IVG elle-même est certes remboursée à 100% par l'assurance maladie depuis mars 2013 et le parcours d'IVG, c'est-à-dire l'ensemble des actes associés depuis avril 2016. Il n'en demeure pas moins que la majorité des femmes doit procéder à l'avance de frais. Seules les jeunes femmes mineures, les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et de l'aide médicale d'État en sont exonérées. Cette avance de frais peut constituer une entrave à l'accès de ce droit fondamental pour des raisons financières ou de garantie de la confidentialité de la démarche. Ce problème est particulièrement sensible pour les jeunes majeurs qui représentent une très large part des personnes ayant recours à l'IVG. Il convient enfin de rappeler avec force l'importance capitale de l'éducation à la vie sexuelle et affective et la nécessité d'appliquer de manière effective l'article L312-16 du Code de la santé publique, issu de la loi du 4 juillet 2001 relative à l'IVG et à la contraception et complété à plusieurs reprises. Cet article prévoit qu'une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins 3 séances annuelles et par groupe d'âge homogène. Or, l'ensemble des rapports et études produits sur la mise en œuvre de ces dispositions, ainsi que les représentants des différentes professions de santé et des associations féministes, regrettent que ces dispositions ne soient appliquées que de façon très parcellaire et inégale sur le territoire. Le rapport de notre collègue Prisca Thévenot sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a largement confirmé ce constat et je pense que chacune et chacun d'entre nous sur nos territoires l'avons également constaté. Si nous saluons l'annonce faite le 16 septembre 2022 par le ministre de l'Éducation nationale de relancer ce dispositif et d'assurer sa réelle application, nous considérons que la délégation devrait suivre avec une attention particulière les suites données à ces annonces. Pour conclure, voilà je vous présente les recommandations issues de la seconde partie de ce rapport. Donc, faire de l'accès à l'IVG et de sa reconnaissance comme droit fondamental reconnu par la Constitution
des problématiques complémentaires et non exclusives l'une de l'autre. Supprimer la clause de conscience spécifique à l'IVG pour s'en tenir à la clause générale que les professionnels de santé peuvent invoquer pour tout acte médical. Veiller à la publication du décret d'application des dispositions de la loi du 2 mars 2022 permettant aux sages-femmes de pratiquer sous certaines conditions des IVG chirurgicales. Veiller à l'établissement effectif et à l'actualisation régulière par les ARS des listes de professionnels et établissements de santé pratiquant l'IVG prévues par la loi du 2 mars 2022. Revaloriser le tarif forfaitaire de l'activité d'IVG et instaurer un forfait différencié dans les DROM. Instaurer une exonération universelle d'avance de frais pour l'IVG et le parcours associé. Et enfin, faire appliquer l'article L. 1312-16 du Code de la santé publique sur l'éducation à la sexualité, notamment l'effectivité des 3 séances annuelles obligatoires. Je vous remercie de votre écoute et puis vous rappelle que nous avons l'occasion dans les semaines et mois qui viennent de conforter le droit effectif à l'IVG, alors saisissons toutes les opportunités. Et puis comme mon collègue Guillaume Gouffiéchat, je me permets de remercier notre administratrice Agathe Le Naënec pour sa contribution ainsi que nos collaborateurs personnels. Merci Madame et Monsieur le rapporteur pour ces propos clairs et étayés. Nous allons passer maintenant aux orateurs de groupe pour 2 minutes. Nous débutons par Madame Amélia Lacrafi. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, un grand merci à nos 2 rapporteurs pour l'excellence de leur rapport extrêmement détaillé et documenté. C'est un grand honneur en tant que députée des Français de l'étranger de 49 pays avec une disparité des droits aux femmes extrêmement hétérogène. En tant que femme, en tant que mère et citoyenne, d'être amenée à soutenir le principe de la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse devant cette délégation au nom de mon groupe politique Renaissance. Je sais que ce sentiment est partagé par tous les parlementaires progressistes pour qui la consolidation des droits des femmes et des droits humains de manière générale est à l'origine même de l'engagement en politique. C'est aussi pour beaucoup d'entre nous le moteur qui a commandé notre souhait de prétendre à la fonction de législateur. Cela étant, il nous faut bien entendu savoir rester humble et modeste sur ce que nous sommes en passe d'accomplir avec ce texte. Ce n'est pas un acte de courage ni une révolution historique, mais ce geste, simple, et quand bien même celui-ci n'aurait de portée que symbolique, nous nous inscrivons dans le bon sens de l'histoire, là où tant d'autres, ailleurs, se perdent dans d'improbables retours en arrière. Nous honorons ainsi la mémoire de celles et de ceux qui ont conquis ces droits de haute lutte, au prix d'un engagement individuel et collectif autrement plus exigeant que ce que cela nous demande aujourd'hui. Et nous sécurisons durablement leur héritage. C'est précisément parce que cela nous demande si peu et que nous nous rejoignons sur le fond et sur le principe à la quasi-unanimité de notre Assemblée, que nous aurions tort de ne pas aller jusqu'au bout de la démarche. Et est-ce que je voudrais répondre à ceux et celles qui mettent en avant la sacralité de la Constitution? J'ai envie de leur dire que l'article 89 de la Constitution d'octobre 58 permet sa révision. Donc réviser et modifier la Constitution, c'est aussi la respecter, et elle l'a déjà été 22 fois. Donc je nous engage tous à le faire. Merci beaucoup. Merci Madame la députée. Je donne la parole à Madame Pascale Martin pour le groupe LFI. Excusez-moi. Merci Madame la Présidente, merci Madame la rapporteure et Monsieur le rapporteur pour la qualité de votre rapport. Je voudrais revenir sur l'importance de protéger le droit à la contraception et pas seulement à l'avortement. Le rapport dont nous discutons aujourd'hui évacue totalement cette question alors qu'il s'agit de la principale différence entre les 2 PPLC qui seront discutés dans les jours à venir. J'entends bien votre recommandation de chercher un texte qui permette d'obtenir un consensus large, et je pense que nous l'avons, mais je ne vois pas pourquoi inclure le droit à la contraception dans cette loi susciterait beaucoup de discussions. Ces 2 droits vont ensemble. Ils vont ensemble pour plusieurs raisons.
D'abord parce que nous voulons protéger les droits reproductifs des femmes dans leur ensemble. Autrement dit, nous voulons protéger leur liberté de choisir de devenir mère en évitant ou en interrompant une grossesse. Ensuite, ces deux droits vont ensemble car ils sont une condition indispensable à l'égalité entre les hommes et les femmes. Aucune égalité entre les sexes n'est possible si une femme peut se voir imposer une grossesse. Nous, les femmes, serions renvoyées au foyer. Nous serions à nouveau des citoyennes de seconde zone. Enfin, ces droits vont de pair car leurs remises en cause vont, elles aussi, très souvent de pair. En Pologne, la quasi-interdiction de l'avortement en 2020 s'est accompagnée de l'interdiction de la contraception d'urgence sans ordonnance. S'il s'agit de nous prémunir contre toute attaque future contre les droits reproductifs, je ne vois donc pas de raison d'exclure la contraception de cette PPLC, bien au contraire. C'est pourquoi le texte de notre PPLC, qui sera discuté dans une semaine exactement, contient à la fois ces deux droits. Notre groupe pense toutefois que la meilleure solution serait un projet de loi constitutionnelle qui éviterait d'avoir à en passer par un référendum, et nous appelons le gouvernement à déposer un tel projet de loi. Nous l'appelons de toutes nos forces. Avec cette réforme, la France deviendrait le premier pays au monde à garantir dans sa Constitution les droits sexuels et reproductifs des femmes. Le pays des droits de l'homme pourrait envoyer un signal très fort au monde en montrant qu'il est aussi celui des droits des femmes. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Je passe la parole pour le groupe socialiste à Madame Fatia Keloua Hachi. Je vous remercie. En fait, moi, ce sera plutôt une question, donc ce sera pour après. Merci. Je passe la parole à Madame Marie-Charlotte Carin pour le groupe écologiste. Merci. Quand on parle du débat de la constitutionnalisation du droit à l'IVG et vu l'actualité internationale, on parle beaucoup de l'étranger, mais j'aimerais rappeler quelques chiffres qui concernent plutôt notre pays. Aujourd'hui, c'est 84% des femmes qui souhaitent avorter qui ont rencontré des difficultés pour avorter. C'est entre 3 000 et 4 000 femmes qui partent avorter à l'étranger chaque année. Et sur les 15 dernières années, c'est 130 centres IVG qui ont été fermés. Je voudrais aussi rappeler, comme l'a fait notre collègue Gouffiécha, que si on nous dit souvent que c'est un sujet importé des États-Unis, on a des exemples bien plus proches de chez nous, en Pologne et en Hongrie, qui nous rappellent que les droits des femmes et plus largement des minorités, et particulièrement ceux en santé sexuelle et reproductive, sont souvent les premiers attaqués lorsque les extrêmes conservateurs arrivent au pouvoir. Alors je salue bien évidemment le travail qui a été mené par ma collègue sénatrice Mélanie Vogel et pour son engagement que je sais intact malgré le refus des sénateurs d'inscrire le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Et parce que je suis optimiste, j'ai envie de vous rajouter pour l'instant. Et je remercie aussi les rapporteurs et ceux et celles qui les ont accompagnés pour le travail mené sur ce rapport, mais j'aimerais insister sur quelques points. D'abord parce que la rédaction de la présidente Berger sur sa proposition de loi a heurté beaucoup d'associations et de personnes concernées. J'insiste sur la nécessité d'avoir une rédaction dans nos propositions de loi ou dans notre projet de loi qui ne nous divise pas et qui inclut toutes les personnes qui auraient besoin de recourir à l'IVG. J'insiste aussi sur la question de la suppression de la clause de conscience qui est spécifique, donc de manière spécifique à l'IVG pour les nouveaux médecins. Moi, je prends l'exemple sur mon territoire, j'ai des établissements de santé où il y a des praticiens en fait, qui exercent leur clause de conscience et donc ça crée un embouteillage. Alors que je suis sur un territoire urbain, on pourrait se dire que l'accès est garanti et c'est pas le cas. Donc il faut que pour la nouvelle génération de médecins, l'IVG soit un acte à part entière de la santé sexuelle et reproductive. Je pense que si on travaille sur la question de la constitutionnalisation, on doit vraiment s'attaquer, et c'est le cas dans les recommandations, à la question de l'accès, parce que les disparités sur le territoire, elles sont fortes, et que quelque part, si on fait juste la constitutionnalisation, je vais y arriver, sans penser la question de l'accès, on n'aura pas été à la hauteur pour les milliers de femmes aujourd'hui qui ont des besoins très spécifiques en termes de santé sexuelle et reproductive. Et je terminerai enfin pour les personnes opposées à l'IVG qui pourraient nous écouter, sait-on jamais. Interdire l'IVG ou rendre son accès difficile, ça ne fait pas baisser le nombre d'IVG, ça fait augmenter le nombre de femmes qui en meurent. Et donc je les oriente vers d'autres combats, tels que la défense de l'accès à la contraception ou la défense de l'éducation à la vie sexuelle et affective pour les jeunes générations. Et le groupe écologiste, dans la continuité des travaux qui ont été menés au Sénat, soutiendra la constitutionnalisation du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Je donne la parole pour le groupe GDR à Madame Soumia Bouroua.
Excusez-moi. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Tout d'abord, je tiens à remercier les rapporteurs pour ce rapport qui est complet, bien détaillé, et bien évidemment, j'associe les administrateurs et les collaborateurs, collaboratrices qui ont travaillé avec nous. Alors, bien sûr, le groupe GDR que je représente au sein de cette délégation soutient cette proposition de loi constitutionnelle qui a été déposée par le groupe Renaissance, qui vise à inscrire le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans notre Constitution. Elle lui conférera un statut de droit fondamental et la rendra difficile à remettre en cause, car malheureusement, l'avortement continue de rencontrer une opposition dans certains partis politiques et nous savons combien ce droit est fragile. Ce droit fondamental conquis de haute lutte par les femmes en 1975 et qui a été porté par Simone Veil, dans un climat politique qui était quand même, rappelons-nous-le, violent et conservateur, sur ce sujet sur les bancs de l'Assemblée, et ce droit, nous devons le renforcer. Si l'on peut convenir qu'il n'existe vraisemblablement pas de risque imminent de remise en cause de droit d'avorter en France, les éléments tirés du contexte international appellent à la prudence. L'inexistence de tels risques aujourd'hui ne saurait préjuger de l'avenir. Donc, proposer le droit à l'IVG en l'inscrivant dans la Constitution, ce n'est pas, comme j'ai pu l'entendre, modifier l'équilibre de notre droit tel qu'issu de la loi du 17 janvier 1975. Mais inscrire ce droit dans notre Constitution ne modifie en rien la loi telle qu'elle est rédigée. Par ailleurs, je regrette le sort qui a été, comme nous tous, été réservé à une proposition de loi. Non, je regrette le sort qui a été réservé à une proposition de loi similaire par la majorité sénatoriale le mois dernier. Je regrette également que la majorité présidentielle ne se soit pas saisie de cette proposition qui avait été soutenue par le groupe socialiste lors de la précédente législative. Il est dommage qu'il ait fallu que les États-Unis remettent ce droit en cause pour que la majorité s'en saisisse. Toutefois, bien évidemment, je salue cette initiative et je soutiendrai les textes défendant cette constitutionnalisation de l'IVG. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour une question, je donne la parole pour le groupe socialiste à Madame Fathia Kelouachi. Je vous remercie, Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues, Monsieur et Madame les rapporteurs. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour ce rapport et cette communication qui est très documentée. Et je partage pleinement l'objectif de parvenir à une rédaction consensuelle qui permettrait au droit à l'IVG d'être inscrit dans la Constitution. Cette rédaction doit pour autant être sans aucune ambiguïté. Ainsi, si ce devait être la proposition de loi de la majorité qui devait être adoptée, plutôt que celle de la NUPES, elle mériterait d'être améliorée. D'une part, car la formulation négative ne nous semble pas pertinente. Nous préférerons la loi garantit le droit à l'IVG. D'autre part, car sa version amendée en commission des lois nous pose problème en ce qu'elle restreindrait l'accès des hommes transgenres. Aussi, nous préconisons, si la formule négative était retenue, que ce soit plutôt nulle personne enceinte, qui nous semble plus inclusive. Donc, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Merci Madame la députée. J'ai une dernière question. Madame la députée Delpech, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, tout d'abord, je voudrais féliciter et remercier nos deux rapporteurs pour ce travail très complet. En effet, comme vous l'indiquez, l'absence supposée de remise en cause en France du droit à l'IVG n'est pas un argument recevable pour ne pas inscrire ce droit fondamental dans notre Constitution. Si, comme vous le précisez, aucun parti n'a à ce jour remis clairement en question le principe de l'IVG, il n'en demeure pas moins que certaines prises de position d'associations, de personnes publiques ou encore les nombreuses campagnes de désinformation en France et à travers le monde peuvent et doivent nous inquiéter sur le futur des femmes et de leur droit à disposer de leur propre corps. Selon l'adresse, en France, en 2021, 223 300 IVG ont été pratiquées. Ce chiffre est stable par rapport à 2020. Ce chiffre a baissé en métropole depuis 2019 quand il a eu tendance à augmenter dans les DROM.
Il y a donc de fortes disparités territoriales entre la métropole et les DROM, mais également au sein même du territoire métropolitain. Les chiffres de l'adresse sont explicites. Le taux de recours à l'IVG est de 11,3 pour 1000 en Pays de la Loire, 21,8 pour 1000 en PACA et 29,5 pour 1000 dans les DROM. Par ailleurs, la constitutionnalisation du droit à l'IVG risque évidemment de faire monter les campagnes de désinformation, notamment sur Internet. L'éducation et la sensibilisation sont donc primordiales. Aussi, je salue vos recommandations qui vont dans ce sens, lutter contre les disparités territoriales et continuer d'éduquer. Des outils sont déjà à notre disposition, vous en avez évoqué certains, comme l'article du Code de santé publique L1312-16 ou encore la mise à disposition par les ARS des listes de praticiens prévues par la loi de 2022. Je pense également au site du gouvernement ivg.gouv.fr qui est une vraie mine d'informations. Il faut les appliquer et les promouvoir. Peut-être qu'un point est encore trop peu abordé, la puissance des anti-IVG et les campagnes de désinformation en ligne avec de faux sites très bien référencés sur des forums ou encore sur les réseaux sociaux. Aussi, pourrions-nous envisager un dispositif permettant de lutter efficacement contre la désinformation en ligne, notamment à destination des plus jeunes femmes qui, parfois isolées et démunies, cherchent informations et conseils sur le net. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Je donne maintenant la parole au rapporteur. Merci Madame la Présidente. Peut-être pour répondre à 2 ou 3 questions qui nous ont été posées. Celle de Madame Pascale Martin, tout d'abord, concernant l'inscription également dans la Constitution du droit à la contraception, qui va de pair avec le droit à l'IVG. Et vous l'avez dit, car ces droits sont intrinsèquement liés. Alors, nous n'y voyons pas d'opposition et même nous y sommes plutôt favorables. Pourquoi ça n'a pas été inscrit dans le rapport? C'est parce que le titre disait « pour une protection constitutionnelle et un renforcement de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse ». Mais mon collègue s'exprimera également et nous pouvons tout à fait faire un ajout dans le rapport que nous venons de présenter, si tout le monde en est d'accord ici, pour que ça puisse être également inscrit dans le rapport. Et en tout cas, moi, à titre personnel, c'est une formulation qui a ma préférence. Pour continuer sur la formulation donc de la collègue dont j'ai pas retenu le nom, mais juste en face, oui, voilà, de n'exclure personne dans la formulation, ça nous semble aussi extrêmement important et ça rejoint la question que posait à l'instant notre collègue Fathia Keloua-Aki sur la formulation qui a également notre préférence dans une formulation positive. Nous l'avons dit dans le rapport, la loi garantit l'accès, etc. Alors peut-être qu'à toute personne enceinte, on pourrait mettre aussi à toute personne en situation de grossesse, qui permettrait aussi de pouvoir ne pas exclure personne. Mais en tout cas, nous y sommes également favorables. Évidemment, sur la question du droit à la contraception, c'est un débat qui aura lieu au Sénat et on aura probablement un refus des sénateurs, mais j'ai envie d'être positive aussi comme notre collègue et de penser que nous avons la capacité à les convaincre. Mais en tout cas, ce n'est pas un frein pour nous et au contraire, c'est plutôt un apport important dans les textes qui nous sont proposés. Merci Marie-Noëlle. Et merci à toutes et à tous, en tout cas, pour votre présence tout au long de cet échange et de cette communication. On ne peut pas non plus s'empêcher de voir que certaines ne sont pas présents. Voilà, et je pense que ça rejoint, et vous avez bien vu sur la communication qu'on voulait vous proposer, et merci à notre présidente Véronique Rioton d'avoir vraiment insisté pour que notre délégation, dans des délais très courts, puisse se saisir de ce sujet à travers une communication, alors qui aura l'intitulé au passage de rapport d'information afin que ce soit publié, mais c'est une communication, ce qui n'a pas été le cas du côté du Sénat, je tiens à le rappeler, et qui nous permet quand même de rappeler ces 2 combats, et je réinsiste dessus, sur l'importance, oui, de la Constitution, de la protection de ce droit qui peut-être n'est pas inquiété aujourd'hui dans notre pays, mais pourrait l'être demain quand on voit le contexte international, quand on voit le contexte européen, qui par ailleurs peut être un outil pour renforcer notre diplomatie féministe,
et qui peut être un outil pour aider toutes celles et ceux qui se battent pour l'IVG actuellement partout à travers le monde. Et on a eu des retours par exemple en Allemagne, en Belgique, de personnes, de militantes qui nous disaient que le fait même qu'on ait ces débats sur la constitutionnalisation en France, qui est le premier pays à les avoir, était un outil utile pour les faire avancer sur les débats, pour aller plus loin sur la protection du droit et sur l'accès au droit à l'avortement dans leur pays. Donc c'est un outil qui représente quand même une petite révolution dans la manière de porter le combat à l'international, et c'est bien que, je pense, notre pays s'en saisisse. Le deuxième point concernant, effectivement, cher collègue Martin, le point sur la contraception, alors que nous avions évoqué, parce que effectivement le rapport portait en lui-même sur le droit à l'avortement et la constitutionnalisation dessus, par ailleurs un peu évacué, parce que alors, nous sommes d'accord sur le fait que la contraception a toute sa place, en tout cas le sujet de l'accès à la contraception a toute sa place, comme de manière générale les droits sexuels et reproductifs, dans la Constitution et dans les textes constitutionnels, et ça on rejoint les constitutionnalistes qui défendent cette approche-là. Par contre, nous l'avions évacué, notamment après l'audition avec la sénatrice aussi également Mélanie Vogel, qui nous disait de bien penser au cheminement, et qu'on sait par avance que du côté du Sénat, il y aura d'abord le combat à mener sur la constitutionnalisation du droit à l'avortement, et que ce sera très dur en tout cas de mener le combat en ayant le sujet dès le départ de la contraception. Ça ne nous empêche pas, et c'est là où il y a l'utilité, je pense, de la communication de la délégation aux droits des femmes, de le mettre effectivement, de le rajouter dedans, parce que ça nous permettra de l'aborder. Et cette communication, ça se doit aussi d'un outil que nous pourrons utiliser pour aller voir nos collègues sénateurs et aborder l'ensemble des points qui nous paraissent importants à aborder sur ce sujet de la protection du droit à l'avortement et de son renforcement à l'accès. Et j'insiste sur un dernier point sur le renforcement de l'accès, parce qu'on a vraiment tenu avec Marie-Noëlle à remettre tous les travaux qui avaient été menés durant le dernier mandat, à la fois pour contrôler le gouvernement sur la mise en place des dispositions qui avaient été votées durant le dernier mandat, et qui ont été quand même un combat pendant près de 4 ans, hein, je vais le dire, mais l'adoption du texte en mars dernier sur l'allongement des délais, c'est 4 ans de combat, d'où aussi la petite phrase dans la communication de dire que sur la constitutionnalisation, nous sommes peut-être qu'au début, et que si ça n'aboutit pas en février ou en mars prochain, ça va peut-être mettre 2, 3, 4 ans, mais menons ce combat et nous pouvons l'aboutir, y arriver. Nous l'avons vu sur le dernier mandat, nous n'avons jamais lâché, nous n'avons jamais abandonné, malgré les moments où ça pouvait peut-être paraître plus difficile, et on y arrivait, en tout cas au bout de 2 ans. Et merci en tout cas à tous celles et ceux qui se sont mobilisés alors, que ce soit Marie-Pierre Exin, Alban Gaillot, Cécile Muscotti, toi, Marie-Noëlle Battistel. Je pense également à notre ancien président de groupe, Christophe Castaner. Dernier point sur la rédaction en elle-même. Et sur le choix qu'il faudrait adopter. Je vais revenir sur le nul ne peut. Alors, sujet difficile, vous voyez bien dans la communication, pareil, où on aborde le fait qu'il n'y a peut-être pas de rédaction idéale, et qu'il faut bien regarder. Il ne faut pas que, on va dire, les différentes rédactions nous divisent et puissent entraîner à un moment donné un vote contre. Non, il faut voter ces textes-là, peut-être avec différentes rédactions, avoir en tête qu'il faut surtout que ça puisse à terme aboutir. Il y a différentes rédactions parce que il n'y en a pas d'idéal, et que dans toutes les auditions que nous avons pu avoir, il y avait différentes positions à chaque fois. Après, on voit bien, et nous le disons dedans, qu'effectivement l'article 1 aura une portée plus symbolique, qu'une déclaration positive serait de nature à bien plus rassembler. C'est peut-être vers cela que nous allons nous orienter au final, quand on voit les discussions que nous avons pu avoir en commission des lois, que ce soit sur le premier texte issu du groupe Renaissance ou sur le deuxième texte issu du groupe LFI, soutenu par, je pense, l'ensemble des groupes de la NUPS. Juste revenir sur le point nul femme. Et pourquoi ça avait été rajouté? Ça a été rajouté notamment après l'excellente audition du CNB, du Conseil national du barreau, qui, je pense, nous pouvons saluer les travaux du CNB, qui est arrivé avec une position très solide et nous a alerté sur notamment le fait que le droit à l'IVG ne devait pas être invoqué par un tiers. Et ça, on ne l'avait pas forcément, je pense, par un tiers dans le scope au moment où nous démarrions nos travaux. Et c'est la seule audition qui a donné lieu à des amendements, en tout cas de la rapporteure Berger, derrière, alors que le CNB ne disait pas explicitement de mettre femme, mais nous disait qu'il fallait vraiment aborder ce sujet. C'est ça qui a donné lieu, en tout cas, à un amendement dans un moment où nous sommes dans la procédure qu'au moment de la commission, donc qui peut être bien entendu, même si c'est adopté, rediscuté derrière. Chose est sûre, c'est que, je vous le dis, moi j'ai peu goûté un grand nombre d'attaques sur les réseaux sociaux
à l'encontre de la rapporteure Berger. Je pense que dans le moment, et en aucun cas, en tout cas, la volonté était d'avoir une disposition transphobe. La volonté, c'est de renforcer, c'est de faire entrer le droit à l'IVG dans notre Constitution et d'avoir, si possible, la meilleure rédaction possible et qui emmène tout le monde. Cette rédaction elle-même pose aujourd'hui des questions et donc il y a un questionnement d'ici la séance pour voir comment elle peut évoluer sur une rédaction qui puisse rassembler plus largement. Dernier point, et je m'arrête après quand même sur la notion de femme, parce que je ne peux pas m'en empêcher, et vous m'entendrez souvent en parler ici. Je pense que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça ne choque personne, que ce soit le masculin. Et dans notre pays, voilà, non mais de manière, excusez-moi, et vous me rassurez quand vous le dites, parce que moi, je dis souvent droits humains, mais vous voyez bien, en tout cas, ça ne suscite pas des débats dans notre société, parfois enflammés. Et parce qu'on a dans notre société encore cette considération que le masculin, en fait, l'emporte sur le féminin, que c'est neutre, et donc la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, automatiquement, désigne tout le monde. Dès lors qu'on introduit le mot femme, on est sur du catégoriel, et on considérait que ça n'emporte pas tout le monde. Je pense que nous devons avoir des réflexions dessus, je le dis parce que sur les débats qu'il y a eu la semaine dernière, suite à la rédaction proposée par la rapporteure Aurore Berger, il y a bien entendu le sujet qui a été mis en avant par les associations trans, mais il y a aussi le sujet côté Sénat, qui pourrait nous dire, et quand on regarde les travaux du Sénat, qui considérait que si on met femme, eh bien, ce ne serait pas un droit universel à partir du moment où on met femme. Et qui, à mon avis, n'aurait pas la même position si c'était homme. Ou en tout cas, dans la Constitution, pas la même lecture à chaque fois qu'il y a homme ou citoyen dans la Constitution. Et je pense qu'il y a matière, en tout cas, à s'interroger et à continuer à s'interroger dans la continuité des travaux, notamment qui ont été menés dans cette délégation par Gaël Le Bohec sous la précédente législature sur la lutte contre les stéréotypes dans notre société, pour sortir à un moment donné de cette société où on considère que le masculin englobe bien entendu tout le monde et est universel, et le féminin serait uniquement catégoriel, exclusif, et viendrait priver certains ou certaines de droits. Je pense que nous pouvons en tout cas poser les questions et voir comment mener des travaux au cours de cette législature dessus. Pas des travaux évidents, mais sur la prochaine révision constitutionnelle. Mais je pense que, et c'est vraiment, je voulais le dire, parce que c'est important que notre délégation, je pense, continue de mener les travaux dessus. Ça interpelle, c'est de nature à faire réfléchir, y compris quand on aura les échanges avec nos collègues sénateurs, je pense de les interpeller sur ces points-là. Merci, monsieur le rapporteur. Est-ce que vous avez d'autres interventions, des questions? On va commencer. Voilà. Oui, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, d'abord, je me joins à mes collègues pour dire que ce travail est tout à fait remarquable et de haute tenue, voilà, et que nous en apprécions tous les termes. La France, la société française, finalement, elle hérite philosophiquement d'une approche un peu cartésienne où le corps est dissocié finalement de la pensée, de l'esprit, et ce qui dépossède finalement dans sa réalisation dans la vie de tous les jours, finalement, les êtres humains, hommes et femmes, de leur corps. Donc je pense que ce combat pour la constitutionnalisation de l'IVG rentre dans un cadre un peu plus large encore, qui est par exemple celui du droit des personnes à disposer de leur corps, notamment aussi dans le cadre de la gestion des fins de vie. Et je pense qu'on a en face de nous, pour ceux qui s'opposent à l'IVG dans la Constitution, et les plus radicaux qui s'opposent même à l'effectivité de ce droit dans la société en intimidant par exemple des médecins ou en faisant en sorte qu'il n'y ait pas les moyens pour que les femmes accèdent à ce droit, un paradoxe qui est que ces mêmes personnes, par exemple, seraient plutôt favorables à la peine de mort, par exemple. Donc, il y a vraiment un combat plus large qui est celui de la réappropriation des corps par les individus. Et bon, voilà, c'était ce que je voulais signaler. Merci pour votre intervention, monsieur le député. Madame Kouachi. Alors, c'est bien, vous avez fait une petite réduction avec Kéloa Hachi, mais il n'y a pas de souci. Juste pour... Désolée. Il n'y a aucun problème. Juste pour répondre à monsieur le rapporteur, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur d'abord la notion de droit de l'homme et du citoyen. Moi, je préférais largement les droits de l'humain,
Aujourd'hui, on a une acception du mot homme avec un H majuscule qui nous réunit tous ici et qui, je crois, englobe bien tous les humains. Alors, bien sûr, on peut y réfléchir et le retravailler, sauf que là, jusqu'à aujourd'hui, quand on dit homme avec un H majuscule, on parle d'humain. Et puis, je vous rejoins aussi sur l'idée que la loi, elle doit être préservée, elle doit protéger tous les droits de tous sans aucune exclusion. Donc aujourd'hui, si on parle de personnes enceintes ou de personnes en situation de grossesse, je crois que là, on n'exclut plus personne. Il faut que cette loi soit vraiment dans la Constitution une loi englobante, une loi la plus large possible, la moins ambiguë possible. Et donc je vous rejoins, des discussions peuvent être menées sur homme, femme, humain, homme avec un H minuscule ou majuscule, mais tout ça c'est un autre sujet, il faut absolument qu'on constitutionnalise et c'est ça le plus urgent. Merci Madame la députée. Oui, simplement juste une remarque pour notre collègue sur le combat que nous portons, je crois, ici collectivement, et ce que nous avons voulu aussi transcrire dans ce rapport, c'est effectivement un combat pour renforcer le droit à disposer de son corps, notamment pour ce qui est de ce texte pour la femme. Et c'est vrai qu'on retrouve dans les gens contre ce texte, les mêmes qui sont aussi contre l'évolution de la fin de vie, qui est un autre débat, mais sur lequel je m'investis également. Et pour avoir subi, entre guillemets, pendant les 4 ans qu'évoquait tout à l'heure mon collègue de combat pour arriver au texte de 2022, subi beaucoup de menaces de mort sur cet engagement, je mesure aussi le chemin qui nous reste à parcourir pour que ce soit un fait totalement accepté de tous et un droit totalement effectif et non remis en question. Et donc, sur le débat que nous aurons probablement sur la question de la fin de vie, je crois qu'on aura aussi les mêmes oppositions et les mêmes difficultés, mais il faut qu'on soit en capacité et qu'on ait une force collective pour porter ces combats-là. En tout cas, pour ce qui concerne le droit effectif à l'IVG, le renforcement de ce droit dans le cadre de la constitutionnalisation, je crois qu'on est collectivement tous convaincus que peut-être ce ne sera pas là, comme le disait mon collègue Gouffier-Cha tout à l'heure, ce ne sera peut-être pas dans le courant du début de l'année 2023 qu'on aboutira, mais en tout cas, sur ce mandat, il faut que nous ne lâchons rien pour y parvenir, et nous en sommes extrêmement convaincus et motivés. Je compléterai et ce qu'on peut voir aussi ne pas perdre de vue que sur les attaques qu'on a à travers le monde et dans les pays voisins que nous avons, les attaques, ce qu'il y a derrière les attaques envers le droit à l'avortement, c'est les attaques envers bien d'autres droits, en premier lieu les droits des femmes de manière générale. Un pays comme la Pologne, une fois que les ultra-conservateurs ont eu gain de cause sur l'IVG, le premier droit qui a été immédiatement attaqué derrière, c'était celui du divorce. Et ça, il faut en avoir effectivement pleinement conscience, et donc c'est un combat plus général que nous menons, et d'où l'importance que nous le menions aujourd'hui en France, sans perdre de vue le combat qui appartient dans tous les territoires, de renforcer l'accès également dans notre pays, qui est bien difficile par endroits, et avec des véritables défis à relever. Et j'espère en tout cas que cette communication pourra nous être utile. Comme on vous le dit, à mon avis, on est parti sur un combat qui ne va pas nous occuper que quelques semaines, et en tout cas que ce mois de novembre, mais bien un combat qui va nous occuper toute une partie de ce mandat, qu'on souhaite victorieux, bien entendu, durant ce mandat. En tout cas, cette communication, j'espère, pourra être le premier document qui nous permettra d'aller déjà de nous rassembler sur un certain nombre de positions, au-delà des clivages partisans, et d'aller convaincre le plus rapidement possible les quelques sénateurs qui nous manquent, soit pour avoir un texte identique du côté des deux chambres, soit avoir
si nous arrivons à convaincre le gouvernement de déposer un projet de loi, la majorité des 3/5 au Congrès, puisque je vous rappelle, même si nous allions vers un projet de loi, et donc avec à un moment donné le passage devant le Congrès, pour avoir les 3/5 au Congrès aujourd'hui, il nous faut quand même aller convaincre un certain nombre de collègues sénateurs et de députés. Merci. Donc je tenais, avant de mettre aux voix ce rapport, à remercier les questions, les interventions et l'intérêt porté à ce rapport. Remercier bien évidemment les rapporteurs pour le travail appuyé, les réponses qu'ils nous ont apportées aujourd'hui. Donc je vais mettre aux voix ce rapport. Qui est pour? Qui s'abstient? Bravo. Ce rapport est adopté. Bravo. La réunion de la délégation est terminée. Bonne journée à tous.